L'horreur n'a plus de limite pour l'entité sioniste qui depuis 8 mois se donne sans état d'âme un génocide en Palestine occupée. Et dans ce macabre destin que semble l'entité sioniste réservée aux Palestiniens, seule l'extermination, l'élimination de l'ensemble des Palestiniens soit une issue pour elle. Depuis 8 mois, les peuples du monde entier se mobilisent et crient sans écho leur soutien indéfectible au peuple palestinien meurtri dans sa chair et résigné dans son cœur à continuer sa lutte légitime pour l'établissement d'un État palestinien en terre palestinienne. 8 mois de génocide en Palestine occupée, Gaza est meurtrie et Rafah est en agonie. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour l'échiquier international qui poursuit sa couverture des génocides que subit actuellement la bande de Gaza en Palestine occupée. Nous allons revenir justement sur les dernières attaques qu'a subi Rafah au sud de l'enclave palestinienne de Gaza. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'être accompagné ce soir de Riyad Sidawi, président du Centre arabe de recherche et d'analyse en politique et sociale à Genève. Bonsoir, Monsieur Sidawi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors, Monsieur Sidawi, sans plus attendre, on va rentrer directement dans cet éclairage. Est-ce que finalement, aujourd'hui, des derniers événements qui se sont passés à Rafah et de ce qui se passe depuis 8 mois en Palestine occupée, à Gaza, et de ce qui se passe depuis 75 ans finalement en Palestine occupée, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de bataille médiatique au point où l'entité sioniste est arrivée aujourd'hui à être en isolée sur la scène médiatique internationale? Netanyahou doit aujourd'hui convaincre l'Occident qu'il est dans sa légitimité, si je peux employer ce mot, vu ce qui se passe à Gaza. Absolument oui, l'entité sioniste est totalement isolée sur la scène internationale, tout d'abord par les peuples libres, par les opinions publiques, et totalement isolée. Même les gouvernements occidentaux qui ont soutenu Benjamin Netanyahou le 8 octobre et le 7 octobre, ils ont commencé à modifier, changer leur position. Je parle notamment de la France, de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne. Et il reste les États-Unis d'Amérique. Il faut être clair et direct, sans diplomatie, sans courtoisie. Les États-Unis d'Amérique sont totalement responsables des crimes d'Israël. Pourquoi ils sont responsables? Parce qu'ils protègent l'entité sioniste. Or, on a deux résolutions. L'une, au sein du Conseil de sécurité, dont la diplomatie algérienne a joué un grand rôle afin que cette résolution passe et qui exige l'arrêt immédiat et total de l'agression sioniste contre le peuple de Gaza. Or, nous savons bien, quand il y a eu la résolution de 1973, en 2011 ou en 1991 contre l'Irak, les Américains et leurs alliés ont bombardé, ont détruit les armées des États anti. Alors, pourquoi on n'active pas le chapitre 7 de la charte de l'ONU? Ça veut dire on traduit la résolution du Conseil de sécurité sur le terrain en formant une coalition militaire et en bombardant Tel Aviv, comme ils ont fait avec Bagdad ou avec Tripoli ou avec d'autres pays. Aussi, il ne faut pas oublier la résolution de la Cour internationale de la justice qui a ordonné l'arrêt immédiat de l'offensive d'Israël contre officiellement Rafah. Or, l'entité sioniste n'écoute personne, n'écoute ni le Conseil de sécurité, ni la Cour internationale de la justice. Pourquoi? La grande question, pourquoi? Parce qu'il y a la protection américaine. Monsieur Sidawi, un éclairage jusqu'aujourd'hui, parce que vous avez parlé de l'Angleterre, vous avez parlé de la France. Je cite que la France a annulé la participation des entreprises sionistes au salon Eurosatory de défense, ou encore la Suède, qui appelle l'entité sioniste à se conformer aux ordonnances de la CIJ, concernant Rafah. Est-ce qu'aujourd'hui, Rafah est la frontière de trop pour l'Occident, ou Gaza est arrivé à un stade d'agonie, où même l'Occident, qui a longtemps affiché un soutien absolu et indéfectible à l'entité sioniste, commence à prendre du recul et à se heurter à la réalité? Absolument. Gaza et la souffrance du peuple palestinien a tout dévoilé. Aujourd'hui, les États occidentaux ne peuvent plus donner des leçons de liberté, de droits de l'homme, de démocratie et tous ces blablabla. C'est fini, c'est clair. Il y a l'hypocrisie totale
la politique de deux poids, deux mesures, elle est là. On a vu le traitement médiatique, à titre d'exemple, les médias français vis-à-vis de la Russie pendant le déclenchement de l'opération spéciale russe en Ukraine. On a vu la censure. La France a fermé la chaîne de télévision Arte France, a licencié plus que 200 journalistes français. Et il y a aussi la censure des sites Internet, que ce soit Sputnik ou Russia Today, même en langue arabe. J'étais à Paris, ça fait quelques jours, même les vidéos sur Facebook sont censurées, bloquées, il n'y a rien. Donc, on a montré l'hypocrisie de cet Occident. Aujourd'hui, évidemment, Gaza est là, mais le bon côté sont les peuples, l'opinion publique. Quand on voit ces étudiants, ces professeurs aux États-Unis d'Amérique, une chef de département de philosophie, un professeur, comment est menotté par la police américaine en la traitant comme un terroriste, ou ces étudiants-là qui sont blancs, blondes, et qui sont européens et américains, et qui se manifestent, parce que là, nous sommes face à un génocide. Là, on peut rien camoufler. C'est l'humanité, en fait, qui sursaute. C'est toute l'humanité qui se soulève contre les crimes de l'entité sioniste. Alors, des gouvernements occidentaux, qui sont souvent hypocrites, ils ont commencé à changer leur discours, notamment, comme j'ai dit, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, mais d'autres, ils ont plus de courage, comme l'Espagne ou l'Irlande ou le Norvège, qui ont reconnu l'État palestinien. Là, ils ont eu un discours plus fort, plus crédible dès le premier jour. N'oublions pas aussi le secrétaire général de l'ONU, Monsieur Guterres, Antonio Guterres, a fait un excellent travail, a montré qu'il est un homme intègre, sincère. Il a dit la vérité, pas plus que la vérité. Et évidemment, beaucoup d'organisations mondiales comme l'UNICEF, l'OMS, il y a un consensus finalement, il y a un consensus mondial que l'entité sioniste est en train d'appliquer ou de pratiquer un génocide contre le peuple palestinien, des crimes de guerre qu'on les voit bien. Monsieur Sidaoui, donc est-ce qu'on peut parler aujourd'hui finalement d'une volte-face de l'Occident face à la situation en Palestine occupée, plus précisément à Gaza, ou est-ce qu'on peut dire finalement que l'Occident a été rattrapé par cette réalité, comme vous l'avez souligné, il n'est plus le roi du monde depuis l'opération militaire spéciale menée par la Russie en Ukraine et depuis la résistance de la Palestine et de Gaza face à cette offensive génocidaire? Bon, il y a plusieurs Occidents, je ne généralise pas. Il y a l'Occident des peuples, l'opinion publique. Là, ils ont montré... Non, on va revenir à l'opinion publique, justement, et son poids aujourd'hui. Un poids qu'on tente de museler et de faire taire, je rappelle. Là, je reste sur les États et les politiques. Alors, les États, évidemment, il y a des États européens qui sont totalement liés à la politique américaine, qui répètent aveuglément ce que les Américains disent. Ben, par exemple, le gouvernement allemand, pourquoi dès le premier jour a manifesté une solidarité avec l'entité sioniste? Nous savons bien que l'Allemagne, depuis la Deuxième Guerre mondiale, est envahie par les Américains. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des bases militaires américaines en Allemagne et en Italie, les deux perdants européens pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, finalement, il est où la souveraineté? Les États qui sont de plus en plus souverains, ils ont pris des positions assez correctes. La France, malheureusement, les gaullistes ne sont plus au pouvoir, mais si c'était Jacques Chirac ou Charles de Gaulle, évidemment, la donne sera totalement changée. Mais sous la pression aussi de l'opinion publique, Macron commence à modifier sa position. Donc, cas par cas, mais d'autres gouvernements plus courageux. Il faut dire aussi, il y a l'Église catholique, si on parle sociologiquement, il y a des gouvernements ou des États où l'Église catholique a un rôle. Quand l'Église catholique a un rôle, ils ont poussé, à mon avis, le gouvernement irlandais ou le gouvernement espagnol vers ces positions qui sont claires et nettes et fermes contre l'entité sioniste. Nous savons bien que Monsieur Sidaoui, l'Église catholique, Rome ne s'est pas exprimée sur la situation en Palestine, me semble-t-il. Je ne parle pas de la centrale. Même historiquement, le Vatican a été anti-sioniste, surtout Jean-Paul II avec Jean-Paul II. D'ailleurs, les relations étaient en rupture. Mais l'Église, quand je parle de l'Église, je parle des chrétiens catholiques et leur poids politique dans la société.
Donc, les chefs de gouvernement et les chefs d'État prennent ça en considération. Je ne parle pas de la position officielle du Vatican. Très bien, Monsieur Sida. Oui, je reste sur ce point justement. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, on parle de deux forces politiques et de deux forces de production qui sont les catholiques et d'autres puissances qui sont le pouvoir de la finance et de l'argent qui sont en train de s'affronter dans les pays occidentaux autour de cette question palestinienne et autour de la question du Moyen-Orient finalement et des intérêts de l'Occident qui sont quelque part différents d'un clan et d'un autre? Évidemment, quand on fait la sociologie de l'Occident, des États occidentaux, je souligne toujours le concept d'oligarchie ou des oligarchies qui règnent et qui gouvernent et qui dirigent ces États occidentaux. Un petit rappel historique, c'est le philosophe grec Platon qui a distingué entre les systèmes politiques, entre la monarchie, ça veut dire mono, le pouvoir de l'individu, et l'oligarchie, c'est le pouvoir de la minorité et la démocratie, le pouvoir de la majorité. Et le pouvoir nous sommes très très loin du pouvoir de la majorité en Occident, mais on parle des oligarchies. Les oligarchies, en fait, ce sont des dizaines de familles dans chaque pays qui possèdent tout, Tout d'abord les médias, si on prend l'exemple de la France l'exemple de la France qui possède les médias français, c'est l'oligarchie française. À titre d'exemple, Le Figaro, le quotidien Le Figaro, et la propriété de la famille Dassault. Qui est la famille Dassault? C'est celle qui a l'usine d'armes et qui fabrique les chasseurs Rafale. Donc, on voit bien c'est quoi l'oligarchie. Une vingtaine de familles, une dizaine de familles dans chaque pays qui ont les médias, les systèmes bancaires et les banques, le financement, l'industrie, et pour eux, les gouverneurs, les chefs de gouvernement, même les présidents, même les ministres sont que des fonctionnaires, des mercenaires. C'est l'oligarchie qui fabrique ces élites politiques. Je répète, c'est l'oligarchie qui fabrique ces élites politiques. Je donne toujours un exemple. Quand l'oligarchie essaie d'éliminer une personnalité politique, à titre d'exemple, Donald Trump, quand il était président à la fin de son règne à la Maison-Blanche, il est toujours président, mais interdit d'expression. Il n'a pas le droit des médias conventionnels, il n'a pas le droit des médias alternatifs, des réseaux sociaux, ni Twitter, ni sa page est fermée, Facebook la même chose, YouTube la même chose. Et alors, c'est qui a décidé que Donald Trump, il doit quitter la Maison-Blanche et doit mise en silence total? C'est l'oligarchie. C'est un concept très, très intéressant parce que souvent, nous, dans le monde arabe ou en Afrique, on regarde que la vitrine. La vitrine, c'est quoi? C'est la circulation des élites au pouvoir. C'est ça la démocratie. Parce qu'aujourd'hui, il y a Emmanuel Macron, avant il y avait François Hollande, puis il y avait Sarkozy. Donc on pense qu'il y a une démocratie. Non, la circulation des élites au pouvoir, il faut poser la question, ces élites, qui font ces élites en fait? Qui finance ces élites? Qui a fait que ces élites soient des stars des médias? Et évidemment, c'est l'oligarchie qui détient tout. Évidemment, il y a une littérature qui critique l'oligarchie et les oligarchies en Occident. Très bien, Monsieur Sidaoui, vous avez parlé de l'Allemagne et du fait qu'aujourd'hui le pays soit complètement féodé dans sa sécurité aux États-Unis d'Amérique, avec la présence de plusieurs bases militaires dans le pays, mais aussi ailleurs en Europe. Mais aujourd'hui, l'Allemagne est en train de se remilitariser. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Allemagne fait un pas en essayant d'aller vers une souveraineté acquise et méritée finalement? Ou est-ce que c'est pour rendre un service aux États-Unis? On connaît l'industrie de l'armement et ce qu'elle rapporte aux États-Unis. Non, l'Allemagne, comme je vous ai dit, depuis 1945, les bases militaires essentielles en Europe sont en Allemagne. Les bases militaires et l'aviation et l'espionnage électronique, etc. La centrale militaire, si vous voulez, américaine, en Europe, c'est en Allemagne. Et puis en Italie, et ça depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est vrai, les États-Unis d'Amérique ont donné la chance à l'Allemagne de se rétablir après la Deuxième Guerre mondiale, après sa défaite militaire, et d'avoir la prospérité économique, mais toujours sous contrôle. Dès qu'il s'agit des affaires étrangères, l'Allemagne ne peut pas contrer les États-Unis d'Amérique. Évidemment, quand la Russie a lancé son opération spéciale en Ukraine,
Et là, les Américains, ils ont soutenu et aidé l'Ukraine avec beaucoup d'armes, mais ils ont besoin aussi de soutien des pays européens. Donc, pour ordonner carrément l'Allemagne ou d'autres, la France, la Grande-Bretagne, d'envoyer d'armes à l'Ukraine. Et là, ce sont les Américains qui demandent toujours en Allemagne, écoutez, vous n'avez pas le droit d'avoir une armée puissante et forte, ni la bombe nucléaire, et ça depuis 1945, parce que vous avez perdu la Deuxième Guerre mondiale, mais aujourd'hui, il y a d'autres défis, il y a le défi russe, donc allez, armez-vous, construisez une armée assez puissante. Donc les Allemands, je pense, ils ont lancé plus que 100 milliards d'euros afin de reconstruire et renforcer l'armée allemande. Mais là, c'est par une directive américaine et non pas contre les intérêts américains. Très bien, donc on peut rallier ça à la décision du Japon d'aller dans le même sens après la visite de Biden dans le pays. Par contre, on va revenir à la géopolitique du Moyen-Orient, on va parler de Rafah qui se trouve au sud de l'enclave palestinienne de Gaza. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, Rafah est le pas de trop et la limite de trop pour l'Occident dans l'horreur et les images qui nous parviennent? On sent la preuve et on rappelle que même les États-Unis d'Amérique ont exprimé leur réticence ou même leur refus d'une intervention terrestre ou militaire à Rafah. Oui, c'est par parole. Là, je pense la politique américaine maintenant avec Joe Biden, parce qu'il a perdu l'aile gauche de son parti politique, et ses partisans de l'aile gauche et surtout les minorités, je parle des Arabes, musulmans, Afro-Américains, etc., ils ne vont pas, à mon avis, voter pour Joe Biden. Donc, il essaie de donner un discours souple, mais en réalité, les Américains ont toujours soutenu militairement l'entité sioniste et protégé au plan diplomatique l'entité sioniste. Je vous ai donné l'exemple de la résolution du Conseil de sécurité. C'est clair, c'est une résolution claire. Il faut que l'entité sioniste arrête sa guerre contre le peuple palestinien. La même chose avec la Cour internationale de la justice. Alors, comment appliquer cette résolution? Quand il s'agit de la Libye ou de la Syrie ou de l'Irak ou un pays arabe ou la Serbie, là, ils se dépêchent rapidement, ils se dépêchent par leur B-52 afin de bombarder et détruire des armées nationales. Mais dès qu'il s'agit de l'entité sioniste, on voit la protection américaine. Aujourd'hui, il n'y a que les États-Unis d'Amérique qui protègent l'entité sioniste. Même d'autres pays comme la France, comme j'ai dit, ou la Grande-Bretagne, etc., ils ont pris au moins au plan diplomatique des déclarations, surtout au sein des conseils de sécurité, parce qu'il n'y a que les États-Unis d'Amérique qui utilisent le droit de veto. Tout d'abord contre la première résolution algérienne, oui, ça a passé, et ils vont continuer, à mon avis, d'utiliser le veto. La Grande-Bretagne, par exemple, devant le projet de la résolution algérienne, s'est abstenu. Alors la France a voté pour. Donc il n'y a que les États-Unis d'Amérique et les 9 autres pays membres non permanents au sein du Conseil de sécurité, ils ont voté pour. Évidemment, la Russie, la Chine ont voté pour, puisqu'ils sont les amis de la cause palestinienne et de l'Algérie. Très bien, on reste toujours en Moyen-Orient et on revient justement aux annonces faites par les Houthis depuis le Yémen qui annoncent avoir visé les intérêts de puissances occidentales qui soutiennent l'entité sioniste ou encore le Hezbollah qui continue à se mobiliser en faveur de la Palestine. Quels sont les impacts de ce retour au devant de la scène des Houthis et du Hezbollah au Moyen-Orient? C'est l'axe de la résistance. L'Iran, la Syrie, l'Irak, le Yémen, et Hezbollah et le Liban. Et les Yéménites, ils n'ont rien à perdre. Donc, ils ont décidé dès le premier jour de soutenir Gaza en sanctionnant et en installant leur embargo contre tout navire, bateau, bâtiment qui va alimenter l'entité sioniste. Et ils ont réussi. Et malgré toutes les frappes américaines et britanniques, même aujourd'hui, les Américains et les Britanniques ont frappé sévèrement Sanaa et d'autres villes, Hodeïda, d'autres villes au Yémen, mais le Yémen aussi, selon le porte-parole de l'armée du Yémen, Yahya Assiri, le général Yahya Assiri,
Et il a dit qu'on a attaqué le porte-avions Eisenhower américain par des missiles et on a touché ce porte-avions Eisenhower. Donc, c'est un courage exemplaire de la part du Yémen. La même chose, Hezbollah au Liban, dès le 8 octobre, elle est entrée en guerre effectivement, et il a réussi à neutraliser un tiers de l'armée israélienne qui s'occupe du nord au lieu d'aller à Gaza. En plus, les colonies et les colons du nord de la Palestine ont quitté leur village et aussi le tiers de la israélienne des côtes libanaises. Donc, c'est une guerre, c'est vrai, c'est pas une guerre totale, mais ça aussi a beaucoup aidé, parce que nous savons bien dans les coulisses que les Américains ont contacté des pays arabes afin de convaincre les Yéménites qu'on peut vous aider économiquement, plusieurs portes vous ouvrent, mais n'entrez pas dans ce conflit. N'entrez pas dans ce conflit, restez loin. Alors les Yéménites, ils ont dit non, c'est une question de malheur, c'est une question de principe. Nous devons aider, soutenir nos frères à Gaza. Très bien, une dernière question peut-être, Monsieur Sidaoui, si vous le permettez, je vous demanderai d'être un peu bref. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe à Rafah et les réticences de l'Occident à suivre l'entité sioniste dans son projet macabre dans la bande de Gaza, quelle est l'importance géopolitique, géostratégique de Rafah aujourd'hui? Rafah, c'est à la frontière égyptienne, et d'ailleurs c'est très très délicat pour l'armée égyptienne, parce qu'il y a eu des accords de Camp David entre Sadat et Begin et le chef du gouvernement israélien, comme quoi il ne faut pas que des chars ou une présence militaire soient près ou dans ces postes de frontières. Et il y a certains kilomètres, je pense pour les Égyptiens, il y a des dizaines de kilomètres, que leurs chars ne doivent pas être présents dans cette distance. Pour les Israéliens, quelques kilomètres. Or, ce qu'ils ont fait, les Israéliens, en entrant à Rafah avec leurs chars et surtout Ma'bar Rafah, le poste de la douane, là, ils ont violé doublement. Ils ont fait une violation double. La violation de Camp David, des accords de Camp David, les accords avec l'Égypte et avec l'armée égyptienne, et puis aussi ils ont violé la décision et la résolution de la Cour internationale de la justice qui interdit à l'entité sioniste de poursuivre sa guerre à Rafah, notamment à Rafah. C'est une résolution de la Cour internationale de la justice. Donc, leur présence à Rafah, c'est une double violation des accords avec l'Égypte, évidemment, de la résolution de la Cour internationale de la justice. Et les Égyptiens, évidemment, sont angoissés. Ils ne sont pas à l'aise du tout et à mon avis, d'ailleurs, il y a eu des tirs, il y a eu des échanges de tirs et 2 soldats égyptiens qui ont tombé dans ces échanges de tirs. Donc, il y a une tension. Et Israël aussi, en entrant à Rafah, la presse israélienne a parlé qu'il y a des tunnels du côté égyptien et les Égyptiens continuent à aider, à soutenir le Hamas par le biais de ces tunnels. Très bien, merci Monsieur Riyad Sidaoui d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir accompagnés, nous avoir éclairés sur les dernières évolutions en Palestine occupée. Je rappelle que vous êtes président du Centre arabe de recherche et d'analyse en politique et sociale. Quant à vous, très chers téléspectateurs, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente suite des programmes sur Al24 News et on se donne rendez-vous très bientôt. Et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous.